Voilà une mise en place à vue. Donc vous êtes les bénéficiaires. Écoutez, merci de votre présence, bien sûr, pour cette table ronde qui va démarrer incessamment. Dès que ma petite coéquipière sera présente, la voici, oui, voilà une entrée remarquée. Comme il se doit, bien sûr, merci à vous, mais merci aussi aux subventionneurs qui permettent que cette action existe déjà depuis quelques années. Ce sont les villes de Sarcelles, de Garges, de Villepelle et bien sûr l'État. Alors du coup, je vais juste faire un tout petit retour en arrière sur cette entrée dans le sujet. On travaille aujourd'hui, on a une table ronde aujourd'hui autour des violences symboliques. Dominique m'a proposé de faire la médiation de cette table ronde. Et puis ensuite, il m'a proposé aussi de faire un compte-rendu d'expérience. Du coup, je vais avoir plusieurs casquettes. Et c'est toujours un petit peu compliqué et délicat de passer d'une casquette à l'autre. Donc pour préparer la table ronde, j'ai beaucoup travaillé sur les différentes autres interventions. Et je crois que je me suis un peu perdue pour la mienne. Mais je vais essayer d'être très très brève et surtout d'être assez pertinente sur le sujet. Une des premières choses que je trouvais intéressante, c'est quand je travaillais sur cette table ronde, je me disais, mais je me sens totalement illégitime en fait à prendre la parole. Merci. D'accord. Je me disais donc que je me sentais totalement illégitime à prendre la parole, ça fait une différence. Faut l'allumer. Ah mince. En fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait aussi du clown, hein, c'est vrai. Merci. On va t'en mettre sur le corps. C'est ça. D'y échapper. C'est ça, exactement, inutile d'y échapper. Donc j'étais en train de me dire, en fait, en préparant donc, cette table ronde, je me disais, mais moi je me sens totalement illégitime à prendre la parole. Pareil, particulièrement en premier, déjà, j'ai pas de thèse, je me suis arrêtée au DEA. Je travaille dans une petite compagnie qui a vocation plutôt régionale, qui essaye désespérément d'avoir une vocation un peu plus large, mais qui n'y arrive pas. Et puis, je travaille beaucoup à partir de témoignages, pas de grands textes, etc., etc. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter en fait de mon histoire? J'ai l'impression que les histoires des autres sont beaucoup plus passionnantes et les sujets des autres sont beaucoup plus passionnants. Donc, je suis allée voir et je me suis dit, bon, alors si je me sens illégitime, peut-être que c'est très lié au sujet finalement, violence symbolique. Je suis allée voir un petit peu la définition des violences symboliques, notamment celle que va donner Bourdieu dans les années 80. Et si je peux me permettre, je vais vous la lire parce que j'ai trouvé ça assez rigolo en fait, en introduction. Les violences symboliques, c'est une notion qui désigne une forme de violence peu visible, voire invisible et non physique, qui va s'exprimer à travers des normes sociales, qui va s'observer dans des structures sociales spécifiques et organisées, qui touchent certains types de publics ou certains groupes sociaux de manière à s'inscrire sur eux, en eux plutôt, et à les amener à juger illégitimes, ou légitimes plutôt, illégitimes leur propre comportement face à des comportements discriminants, inégalitaires, dominants, donnés, qui eux seraient plus légitimes. En l'occurrence, en intériorisant ces violences symboliques, en fait, ces groupes sociaux viendraient après apercevoir leur propre inégalité de conditions comme normale, somme toute. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je suis pas dans cette situation, mais quelque part un peu d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'était la première étape de cette introduction. On va se légitimer, hein, et je vais un peu vous raconter ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler effectivement, notamment à partir de techniques du théâtre de l'opprimé. J'ai eu la chance en fait de rencontrer très très jeune dans mon parcours théâtral, de rencontrer des gens qui étaient vraiment se positionnaient vraiment politiquement. Fortement. Donc le Living Theatre, c'est un théâtre très militant et au même titre que le théâtre de l'opprimé. Je ne sais pas si vous connaissez en fait
Le théâtre de l'opprimé, ça vous dit quelque chose? Ouais. Essentiellement, on les voit beaucoup, notamment dans l'éducation nationale, ou en fait dans des structures, de manière générale, dans des structures socio-éducatives, à travers de ce qu'on appelle le théâtre forum, en fait, qui est une des formes du théâtre de l'opprimé, où l'idée c'est de partir en fait d'histoires vécues, de la redramatiser, cette histoire vécue, d'en faire une histoire où en fait il y aurait dans la dramatique, il y aurait un personnage principal qui serait l'opprimé, qu'on appelle l'opprimé, et plusieurs personnages, et un personnage, l'antagoniste, un personnage principal qui serait celui qui opprime, l'oppresseur, et plusieurs personnages autour qui pourraient être potentiellement des alliés de l'un ou de l'autre. L'idée c'est d'utiliser en fait les situations vécues pour donc créer un récit, et de ce récit en fait essayer de un récit de crise, parce que ça se passe pas bien du tout pour l'opprimé dans la scène, et l'objet en fait de la scène c'est de rejouer ensuite, donc on fait jouer la scène une première fois par des acteurs qui peuvent être professionnels et qui ne le sont pas, qui peuvent ne pas l'être, je veux dire, et on finit la scène, ça se passe très très mal à la fin, ça se passe très très mal pour l'opprimé, hein, c'est vraiment pas cool pour lui. On va rejouer la scène, en fait. Il y a un personnage tiers qu'on va appeler le Joker, en fait, qui est un médiateur entre la salle et les acteurs sur scène, et on va rejouer la scène en disant est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager que les choses se passent différemment? Qu'est-ce que vous en pensez dans la salle? Et donc on va demander en fait aux gens de venir prendre la place de l'opprimé et de jouer en fait, de jouer une possibilité de solution qu'ils ont eux pour trouver une solution à cette situation de crise que vit l'opprimé. Donc l'idée aussi c'est de créer en fait des stratégies de résistance. Enfin, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que c'est à la fois du théâtre, hein. Concrètement, alors c'est du théâtre, ça pourrait être du théâtre documentaire, on part de situations réelles, de situations vécues, mais objectivement, ce qu'on cherche à produire, c'est une prise en charge collective, une prise en charge du collectif, qui est le public et les gens sur scène, et en même temps d'avoir une solution et des solutions alternatives auxquelles potentiellement on n'aurait pas pu penser, qui peuvent être efficientes et plus efficaces que celles qui ont existé dans la vraie vie. Donc voilà, donc la création de ces stratégies de résistance, c'est à partir donc de choses qu'on a déjà vécues. Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, ça a été une de mes premières approches des violences, qui n'étaient pas que symboliques, mais des violences de genre, de manière très large, et aussi homophobes, parce que on m'a demandé en fait de mettre en place, comment vous dire, on nous a sollicité, plusieurs personnes, dont moi, on nous a sollicité pour mettre en place des ateliers à Vitry-sur-Seine en 2003, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais il y a une jeune fille qui est morte brûlée vive, qui s'appelait Swan Banzial, qui a été assassinée, donc, et notamment qui faisait partie, qui avait 17 ans, hein, qui était en terminale, qui faisait partie du lycée qui nous a sollicité pour travailler sur justement la déconstruction en fait, de ces violences de genre. Et en l'occurrence, on s'est, comment dire, à plusieurs personnes, que ce soit des gens de la ville, des jeunes du lycée, des professeurs, des gens comme moi, etc. etc. On s'est formé en collectif qu'on a appelé le collectif féminin-masculin. Voilà. Il s'avère que le cadre dans lequel on travaillait, la ville de Vitry-sur-Seine, c'était assez complexe parce que la mairie ne voulait pas du tout en fait, avoir l'image d'une ville dans laquelle pouvait se vivre ce genre d'histoire. Il s'avère aussi que les médias ont très très mal parlé de cette histoire, puisqu'ils en ont fait en fait une sorte de drame, comment dire, passionnel, hein. Ce mot aujourd'hui n'existe plus, heureusement on appelle ça féminicide, mais ils en ont fait un drame où en fait cette jeune fille aurait refusé les avances du jeune homme et que somme toute il avait voulu se venger. C'est pas du tout ce qui s'est passé, en vrai.
En vrai, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme, en l'occurrence, enfin le meurtrier de Soham Varziane, que je ne citerai pas, parce que enfin voilà, je veux dire pour pas qu'on se souvienne de lui en fait. Il a eu une altercation avec le petit copain de Soham à l'époque. Il s'avère qu'il s'est fait, comment dire, il n'a pas eu le dessus dans cette altercation. Et du coup, Soham est devenu en fait un enjeu de cette bagarre, et c'est Soham qui a pris pour le petit copain de Soham. Voilà, grosso modo. Je le fais très très vite et je veux pas trop rentrer dans les détails, mais Soham, en fait, lorsqu'elle a été piégée, piégée dans cette dans cet espace là où il y a les poubelles, je ne me souviens plus, l'émotion fait que je trouve plus mes mots, a enfreint un interdit, puisqu'elle n'avait pas le droit, on lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de rentrer dans cet espace, dans l'espace de cette cité là, et en enfreignant cet interdit, elle a d'une certaine manière signé son arrêt de mort. C'est-à-dire que ce qui s'est passé était très très grave en fait. Concrètement, et que collectivement, qu'on laisse passer ça, c'était aussi très très compliqué. Donc nous, évidemment, à notre petit niveau, on pouvait pas, on travaillait sur la déconstruction des violences symboliques qui pouvaient amener en fait à ça. On pouvait pas travailler sur autre chose. On pouvait pas aller plus loin que ça. Mais on a fait un petit travail de fourmi, quoi. La place qu'on pouvait avoir, nous, elle était très très en amont sur, grosso modo, l'idée que si on arrive à déconstruire en fait ces violences, si on arrive à déconstruire les raisons de ces violences, on espère, on est très idéaliste, elles n'existeront plus. Ça, c'est une première chose, et c'était ce que portait l'enjeu du travail que j'ai fait pendant pratiquement 15 ans avec le collectif. La deuxième chose, c'est qu'on partait de situations vécues. Donc concrètement, en fait, les gens, nous racontaient des choses qu'ils avaient vécues, et ce qui était intéressant, c'était de voir comment, effectivement, collectivement, encore une fois, on mettait en place des stratégies de défense, que ça ne se reproduise pas, ou que si ça se reproduisait pour quelqu'un d'autre, on pouvait réagir autrement. Ça, c'était le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'était aussi de ne pas, ne pas faire oublier cette histoire. Donc le collectif s'est porté partie civile au procès. Il s'avère que le procès a eu lieu en 2006 et que c'est la première fois en fait que la justice française reconnaissait un crime dans toute sa dimension sexiste. C'est-à-dire qu'une jeune femme était morte parce que c'était une femme. Voilà, ça c'est aussi très important parce qu'on a attendu 2006 en fait pour reconnaître ça, alors que les drames passionnels, on en entendait parler depuis très longtemps, n'est-ce pas? Voilà. Et le dernier élément, c'était voir comment en fait tout ça pouvait avoir un sens aussi s'inscrire dans un sens plus large ou plus long, sur du long terme. Et le collectif féminin masculin, c'est une association donc, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et en l'occurrence, en fait, plusieurs associations ont commencé à prendre en charge en fait aussi cette idée que il fallait aujourd'hui peut-être trouver d'autres termes pour parler il fallait à l'époque, peut-être trouver d'autres termes pour parler de ces meurtres, en fait, de ces assassinats. Et donc aujourd'hui, on utilise depuis quelques années maintenant le mot féminicide, mais c'est un terme qui est très récent dans son emploi. Et ça a été une lutte aussi assez importante, en fait, des associations pour justement qu'une réalité devienne visible, en fait, une réalité de violence spécifique devienne visible. C'est pas un drame passionnel. C'est un féminicide, c'est-à-dire que c'est un homicide volontaire sur le corps d'une femme, en l'occurrence. Voilà. Pardon, je voulais pas plomber en fait le début de cette table ronde, mais et du coup moi je suis un peu émotionnée à vous raconter tout ça parce que c'est 15 ans de ma vie, mais c'est aussi toute une histoire, qui
bon, vous avez compris que c'était beaucoup de choses en fait, qui même au quotidien pouvaient se passer en fait dans notre travail en fait de déconstruction des violences sexistes et sexuelles. Alors du coup, comme effectivement la table ronde c'est les violences symboliques, c'est-à-dire la base finalement, hein, la base de toutes ces violences. Enfin, le stade ultime étant effectivement l'assassinat, enfin la mort d'une personne, mais la base de la base, ou éventuellement son éviction, hein, le fait de la gommer, cette personne de l'histoire collective ou individuelle, etc. etc. Est-ce que ce serait possible pour vous de nous expliciter la différence entre féminicide et crime passionnel? Parce que vous l'avez un petit peu explicité, mais j'aimerais bien comprendre vraiment la nuance, parce que j'ai du mal, moi, à situer, à différencier l'un de l'autre. Ok, alors c'est très subjectif ce que je vais vous dire, mais pas que. Concrètement, en fait, il n'existe pas de crime passionnel. En fait, il n'existe que des féminicides. Voilà. C'est-à-dire que je sais même pas ce que ça veut dire. J'aurais beaucoup de difficultés d'ailleurs à avoir une définition du crime passionnel dans la mesure où comment dire, c'est une notion en fait qui existait préalablement, notamment dans les médias. C'est essentiellement une notion en fait qui est utilisée par les médias pour raconter le lien qui existe entre deux personnes et ce lien en fait est un lien affectif, enfin d'amour. Est-ce que je peux apporter un élément en tant que tel? Il me semble que lorsqu'on classait passionnel, on donnait des éléments d'excuse à la passion pour justifier l'injustifiable. C'est ça. C'est pour ça que je disais que pour moi, il n'existe que des féminicides, c'est-à-dire qu'il n'existe en fait que des crimes sur ce type spécifique en fait de meurtre. Il n'existe que des crimes qui sont des crimes liés au statut de l'autre. Et l'autre étant une femme, dans la plupart des cas, hein, puisqu'il y a à peu près... alors, les chiffres que j'ai sont peut-être un petit peu... je dirais qu'ils doivent dater de 2018. J'ai pas exactement les chiffres de 2019 ou 2020, mais il y a eu 143 crimes, enfin assassinats de femmes et 14 d'hommes. Et la plupart du temps, en fait, quand il y a des assassinats, donc dans cette définition qui avant s'appelait crime passionnel, n'est-ce pas, la plupart du temps, souvent, le meurtre en fait du conjoint masculin est lié au fait que qu'il est à l'origine des violences et que finalement c'est une façon de se défendre contre ces violences de la part du conjoint féminin, d'en arriver au meurtre. Donc effectivement, c'était une façon finalement de ne pas traiter le sujet en tant que tel d'une violence spécifique qui était adressée à un groupe spécifique de population. Et au-delà d'une certaine façon, et c'est ce que cette exposition propose, c'est de réfléchir à comment se construit la psychologie des garçons dans notre société, qui leur octroie une prééminence qui vaut sur la gente féminine et qui lui donnerait un privilège de faire passer leurs désirs en tant que tels comme étant primordiaux. Tout à fait. On le voit d'ailleurs, pour revenir en fait à ce petit film, je le trouve assez parlant par lui-même. On voit comment l'espace public, l'espace de la cour est organisé, qui est l'espace public effectivement, va s'organiser en fonction de certaines prééminences qu'on ne remettra pas en cause en fait, une légitimité qu'on ne remettra pas en cause. Les garçons ont besoin de plus de place pour jouer. Et voilà, et de fait, du coup, les filles, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les filles, elles sont à la marge. Hein. Vous avez vu, la petite fille dit, mis bout à bout, tous ces espaces-là, ça pourrait en faire un gros, mais finalement, nous, on est toujours à la périphérie. Et il y a toujours, en fait, une forme centrale et une forme périphérique. Et c'est un peu l'idée de cette idée qu'en fait, il y aurait des espaces légitimés et des espaces qui ne le seraient pas. Y compris tout dans l'exercice d'un pouvoir. Tout à fait. Qui s'impose, un pouvoir collectif. Et qu'on retrouve d'ailleurs au-delà des cours d'école, bien sûr, dans l'entreprise éventuellement, qu'on peut retrouver dans tous les aspects, dans les réunions, dans la prise de parole, où une prééminence de fait est accordée à la parole masculine
en tant que telle, et une forme de distance ou de légèreté ou d'ironie, enfin pour trouver toute la gradation qui est orientée vers la parole féminine. Tout à fait. Oui, moi je voulais ajouter sur l'importance du mot féminicide. Moi, je pense que vraiment ça change tout en fait que le mot existe. Parce que moi je vois dans mon histoire personnelle, ma grand-mère est une femme battue et elle est partie de chez elle à 86 ans parce que cette fois-ci, son médecin généraliste était au courant de ce qui se passait depuis 50 ans dans son couple. Mais en fait, pour lui, c'était une violence juste dans leur relation réciproque. Sauf que c'était pas le cas. Et cette fois-ci, elle a franchi le cap de partir de chez elle. Et là, en 2021, et ce même médecin généraliste lui a dit mais en fait, moi, je veux pas qu'il y ait un nouveau féminicide dans la ville où ils habitent. Et en fait, je pense que vraiment, lui, que ce mot existe, elle l'a fait changer sa façon de penser. Et c'est grâce à ça qu'il lui a dit maintenant, on va porter plainte, en fait, même si vous avez 86 ans. Voilà. Donc, merci aux associations et à tous les collectifs qui militent pour ces petits détails qui, en fait, peuvent tout changer, je pense, dans la vie de certaines femmes. Tout à fait, vous avez raison qu'en fait, de reparler en fait, de l'impact de ces violences symboliques dans la réalité. Souvent, en fait, c'est ce qu'on nous renvoie, quand on travaille sur les violences symboliques, on nous dit oui, mais comment dire, c'est symbolique, ça reste symbolique. Alors d'accord, mais franchement, les filles d'avoir demandé, ou les femmes d'avoir demandé par exemple qu'il n'existe plus une catégorie mademoiselle, mais qu'il y ait une catégorie madame ou une catégorie monsieur dans les formulaires administratifs, excusez-moi, c'est un détail, vous avez déjà tout, quoi, alors ça va, quoi. Et non, moi je crois qu'effectivement c'est à la base de tout. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas l'idée de si on laisse passer ça, on laisse passer le reste, mais l'idée c'est de rendre visible effectivement tous ces éléments qui sont en fait, à proprement parler, des espaces de domination, on en parlait tout à l'heure, ou tout au moins des espaces de pouvoir, parce que c'est pas forcément que des espaces de domination, pas non plus, mais des espaces de pouvoir qui sont, comment dire, qui font des effets cliqués, des effets leviers à chaque fois en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est important de s'en rendre compte, et évidemment ces espaces sont aussi intersectionnels, c'est pas simplement sur la place des femmes, mais voilà, c'est surtout en fait le fait que une petite violence peut amener à un moment donné à une très grande, voire à un tsunami en fait de violence. Et pour revenir aussi à ce constat, il y a eu plusieurs en fait, études, notamment ce qu'on appelle les études de victimisation, les études sur les violences dans l'espace public, et notamment sur le harcèlement de rue, parce que c'est ton sujet et, de thèse, et c'est ce dont tu vas nous parler ce soir aussi. Et c'est une question qui est arrivée assez récemment, somme toute, puisque grosso modo, on parle... En tout cas, le harcèlement de rue devient visible depuis le début des années 2000, voire 2010, en fait, notamment dans les médias et notamment à travers un certain nombre d'actions des associations militantes féministes, particulièrement. Et alors, juste pour citer 2 chiffres dont je me souvenais, c'est qu'une enquête, je crois qu'elle date de 2016, avait montré, vous en avez peut-être entendu parler, que 100% des femmes en région parisienne avaient été victimes de harcèlement dans les transports publics. Et une autre enquête en fait qui date de 2017 qui s'appelle Victimisation et sentiment d'insécurité qui a été réalisée par l'Institut Paris Région dit que 65% des femmes se sentent en insécurité en Île-de-France. Je dis bien se sentent, on parle de sentiments là, contre 35% des hommes. Donc il y a quand même une différence flagrante. Et la différence de traitement entre plusieurs pays dans la façon dont cette problématique est saisie politiquement. Et comment le harcèlement devient un enjeu de société à partir du vécu de la victime et comment le témoin aussi de ces situations, à partir du vécu de la victime, c'est souvent en fait la base des enquêtes de victimisation justement. C'est-à-dire qu'on va demander aux victimes de s'exprimer, mais toi en fait un des éléments originaux justement dans ton positionnement, c'est comment le témoin de ces situations devient lui-même un enjeu des politiques publiques, ou comment en fait il devient aussi un problème, pourrait devenir un problème public. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cette thématique, toi, spécifiquement, en tant qu'homme? Je parlais avec différents amis à l'époque, des amis femmes et des amis hommes,
Et mes amis femmes me racontaient beaucoup de récits sur en 2015, donc on commençait justement à parler de ces violences, avaient très souvent été victimes de harcèlement de rue, de comportements sexistes dans l'espace public, et que pour elles c'était assez évident qu'elles prenaient des précautions, qu'elles évitaient certains endroits, et quand j'en parlais avec des amis hommes, en fait, c'est quelque chose auquel à l'époque ils n'avaient pas trop pensé. Je pense que c'est peut-être différent maintenant, après MeToo, il y a eu beaucoup d'attention pour ça. Mais je trouvais ça très intéressant, en fait, la façon différente dont on va vivre l'espace public. Pour ma thèse, j'ai travaillé sur la politisation du harcèlement de rue en France et aux Pays-Bas. Et donc le but de la thèse, c'était vraiment de suivre les acteurs dans les définitions qu'ils allaient donner à ce phénomène harcèlement de rue. Et on va voir que justement en France, ce que c'est le harcèlement de rue a été défini de façon assez différente qu'aux Pays-Bas. Oui, comme on va voir en France, la politisation du harcèlement de rue était surtout le produit d'un travail par des associations féministes, aussi plutôt des partis politiques de gauche, tandis qu'aux Pays-Bas, la politisation du harcèlement de rue était vraiment menée par la droite, même l'extrême droite, qui a donné une définition très différente du phénomène. Aujourd'hui porte donc sur la question du changement des mentalités après MeToo. Et spécifiquement sur la question de l'éducation. Donc on dit très souvent que après MeToo, il y a un changement de mentalité qui devrait avoir lieu et que l'éducation peut jouer un rôle très important là-dedans. Il y a des différences très importantes entre la façon dont on peut organiser la sensibilisation. Voilà, donc le harcèlement de rue a émergé, comme vous dites, au début des années 2010. La première fois que le mot harcèlement de rue apparaît dans un journal français, c'est en 2012. Donc on peut parler d'un problème public mondial qui émerge partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais focuser sur les sensibilisations à l'école. Donc j'ai fait des observations en France de différentes interventions organisées par l'association Stop Harcèlement de rue. Et aux Pays-Bas, je vais parler de sciences dans des collèges et des lycées organisés par l'association Cupido. Pour commencer avec le cas français, l'association Stop Harcèlement de rue met en place des interventions au collège et au lycée où elle va concevoir le harcèlement de rue comme une domination masculine, comme une violence faite aux femmes. L'association est organisée pour convaincre les filles qu'elles sont victimes de ce type de violence, que les comportements qu'elles vont peut-être définir comme innocents relèvent en fait de la domination masculine, du sexisme. Et souvent le message pour les garçons dans ces classes-là, les militants cherchent souvent la confrontation pour dire vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez souvent des comportements très violents vis-à-vis des filles dans votre classe ou dans la rue, et arrêtez d'être dominant. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit clairement avec l'image de Crocodile qui véhicule clairement l'idée que le harceleur est un prédateur, quelqu'un d'agressif. Donc la question, et là on va voir la différence avec les sciences aux Pays-Bas, la question de est-ce qu'il faudrait, en travaillant sur le harcèlement de rue, aussi travailler sur la question de la drague, qui est une question qui a été souvent posée par les intervenantes. Et la réponse est toujours non, nous on est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, on n'est pas là pour donner des cours de drague. Donc très souvent, l'idée de travailler sur la question du harcèlement en travaillant sur la question de la drague, comment draguer de façon que ce soit pas perçu comme du harcèlement par l'autre, était perçu comme une minimisation du problème. Lier le harcèlement à la drague, c'était une façon pour dire oui, c'est pas si grave que ça, j'ai juste voulu faire un compliment. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, aussi une préoccupation très centrale était la crainte de stigmatiser. Quand j'ai demandé aux fonctionnaires qui ont créé cette campagne avant, avec l'affiche du requin, pourquoi ils ont fait le choix de représenter le harceleur non pas en tant qu'homme réel, mais comme un requin,
Plusieurs fonctionnaires m'ont expliqué que ce qui était très important pour eux, c'était d'éviter tout ce qui pouvait être perçu comme stigmatisant, d'éviter de véhiculer des messages qui suggéraient que le harcèlement était surtout le fait d'hommes racisés, de certaines catégories sociales, pour dire le harcèlement de rue peut être commis par tout type d'hommes. Et ça aussi, pour Stop Harcèlement de rue, c'était pareil. Donc la fondatrice, dans une interview, m'a dit, avec les crocodiles, on dit que ce n'est pas certaines populations d'hommes, ce n'est pas des mecs de banlieue ou des arabes, c'est un phénomène de domination masculine dans toute notre société, et ça peut être n'importe quel homme. Aux Pays-Bas, c'est très différent. Donc Cupido, c'est une association qui organise des séances de sensibilisation dans tous les collèges et lycées d'Amsterdam et de plusieurs villes avoisinantes. Pour Cupido, les intervenants de l'association disent pour nous aussi, le harcèlement de rue est en partie un produit de la domination masculine, mais surtout pour un public très jeune, pour un public jeune de garçons jeunes avec qui on travaille. On considère qu'aussi, très souvent, le harcèlement de rue peut être l'effet d'une certaine maladresse dans l'interaction, une certaine maladresse dans la drague. Donc ce qui était très important pour cette association Cupido, c'était d'éviter tout ce qui pouvait être perçu comme moralisant. Cupido a mis en place des séances dans des lycées comme partie du plan d'action contre le harcèlement de rue de la mairie d'Amsterdam, où l'association organise des séances où les élèves, les filles et les garçons vont jouer des scénarios pour apprendre comment parler avec quelqu'un, comment draguer quelqu'un sans que ce soit du harcèlement. Donc le plan d'action harcèlement de rue à Amsterdam crée donc des cours de drague. Donc juste un exemple à quoi ça ressemble. Kenny, il est un peu nerveux, il est debout devant la classe et les autres garçons rient. Ryan, donc c'est l'intervenant, lui a donné l'exercice, le dragueur parfait. Tu traînes dans la rue avec un groupe d'amis, une très belle fille traverse la rue, tu penses qu'elle est super jolie. Joue comment tu vas essayer d'avoir son numéro. Donc Kenny, il continue dans son approche assez directe. Hey mademoiselle, je peux avoir ton snap. Ryan répond au nom de la fille, mon Snapchat, non. Kenny, il a l'air d'y renoncer, bon d'accord, non alors. Et Ryan retourne au rôle du prof. T'as fini, c'est tout, et après tu reviens à tes amis, ils vont te demander, tu as eu son snap. Remarquons que dans cet exemple, la fille est très belle. Oui, la fille est très belle, oui. Remarquons aussi que le garçon n'est pas seul, mais est appuyé à un groupe, oui. Qu'on a déjà un rapport là qui est un rapport de force en tant que tel. Oui. Et remarquons peut-être aussi que déjà de proposer comme scène à jouer cette situation parfaitement intrusive, je me pose la question de la dimension éducative en tant que telle, parce qu'elle valide déjà quelque chose qui existe, qui pourrait exister d'un pas moins critiquable. Oui. Non, en plus, moi j'ai plein de questions là-dessus, je suis d'accord. Peut-être pour expliquer un peu la démarche, Cupido dit, en fait, oui, à l'école, on donne des cours sur plein de choses, sur la physique, sur la mathématique, même parfois sur l'hygiène personnelle, mais on n'apprend jamais vraiment comment draguer, tandis que c'est un comportement qui n'est pas si évident et qui surtout peut mener à beaucoup de violence. Donc oui, je suis tout à fait d'accord qu'il peut y avoir des présupposés assez problématiques. C'est pas la drague qui amène la violence, c'est la frustration d'une non-réponse à un désir imposé, un désir impérieux et impérialiste. Oui, donc juste pour clarifier, je ne défends pas forcément la démarche, c'est sûrement juste pour montrer la différence. Oui. Donc ça on voit aussi dans le discours de notre intervenant qui m'explique en interview que voilà, le but c'est de faire interagir ces garçons de manière agréable et d'apprendre soi-même et de voir draguer comment ça marche, comment faire, de montrer ça et après on espère qu'ils apprennent quelque chose. Parce qu'en fait c'est très direct, comme le garçon il a fait, Kenny, salut, je peux voir ton Instagram, c'était trop direct. Moi je voudrais savoir si Kenny, c'est Kenny, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il est très beau? Parce que ça va vraiment dépendre en fait. Ma réponse dépendra du fait qu'il soit ou pas très beau si moi je suis très belle. Oui, s'il est beau. Voilà, on voit la politisation très différente dans ces deux pays, un peu pour revenir sur qu'est-ce qui explique cette différence. Avec aux Pays-Bas, une mission de jeunes a plutôt par la droite lié la question du harcèlement de rue à la question de l'immigration et vraiment mis l'accent sur le fait que selon eux, le harcèlement de rue est surtout le fait de personnes racisées, surtout
tandis que le cadrage féministe est resté assez marginal dans le débat public. Donc d'abord, en France, on voit donc que dans ces séances de ce harcèlement de rue et aussi quand on analyse les réactions à ces campagnes, le harcèlement de rue est fortement lié aux inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Plusieurs risques qui sont identifiés, pas seulement par moi, mais c'est que les intervenants disent qu'elles ont l'impression que leur démarche est souvent perçue comme agressive et comme moralisatrice. Et c'est ici surtout dans des collèges et des lycées, dans des quartiers moins aisés et des quartiers où il y a beaucoup de personnes racisées. Donc une réaction des garçons qu'on voyait très souvent, et ça surtout dans des lycées, dans des quartiers moins aisés. La dynamique dans la classe faisait que les intervenants se faisaient assez souvent accuser d'être élitistes ou d'imposer des normes qui ne correspondent pas à notre lycée. Donc ici on voit par exemple qu'un garçon disait est-ce que c'est moi le crocodile, pourquoi je suis un crocodile, donc les garçons sont mal à l'aise dans cette image. Et souvent les intervenantes cherchaient la confrontation pour dire bah si peut-être que tu te rends pas compte mais parfois toi aussi tu es un crocodile. Ou un autre garçon qui a dit vous savez ce qui m'a dérangé, les crocodiles c'est un animal africain, est-ce que c'est nous les crocodiles? Donc très souvent dans ces classes on voyait que les garçons disaient ah oui c'est encore un autre groupe de féministes plutôt blanches qui ont toutes fait leurs études à Sciences Po et qui viennent nous raconter ici comment il faut se comporter. Et ça provoque pas mal de résistance. Ce qui souvent avait aussi des effets sur les filles en fait, que les filles au lieu de se déclarer solidaires avec les intervenantes en tant que femmes, ils se mettent en place plutôt sur une solidarité avec les garçons en tant qu'élèves ou faisant partie du même groupe social. Dans ce travail-là, on n'est pas en train de transformer la question du harcèlement de rue, qui portait sur la domination avant, en une question de drague. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépolitiser la question du harcèlement de rue? Il y a moins d'attention pour les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Et donc, le harcèlement de rue est souvent réduit à une interaction qui est entre deux individus, qui est mal tournée, et il faut travailler sur les compétences des deux individus. Mais on va moins parler des inégalités structurelles. La question de ne pas harceler s'est transformée en question c'est quoi la façon la plus efficace pour avoir son numéro de téléphone, son snap, oui. Son 06. Donc ça, on voit par exemple dans la parole de cet intervenant qui dit si tu veux accomplir quelque chose, ce que tu dis à la classe, si tu veux séduire quelqu'un, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Donc là, parfois on se demande est-ce qu'on est encore sur la question du harcèlement de rue. Pour conclure, on voit donc des réactions nationales très divergentes à l'émergence de cette question du harcèlement de rue. Et donc on risque de perdre de vue la dimension structurelle des violences fondées sur le genre. En France, de l'autre côté, je suis allé un peu rapide sur ces diapositives-là, mais le mot harcèlement de rue arrive plutôt au moment où il y a une forte institutionnalisation du féminisme. Il y a des rapports comparatifs, par exemple, qui montrent que si dans les années 80, les Pays-Bas c'est un pays qui a une institutionnalisation très forte du féminisme dans l'action publique, il y a à partir des années 90 une individualisation et une démarche beaucoup plus libérale qui s'installe, et cette approche structuraliste, féministe se perd. Et en France, on voit plutôt l'inverse, que si les rapports comparatifs montrent que dans les années 80, en France, il y a une institutionnalisation assez faible du féminisme en comparaison avec les pays voisins. Aujourd'hui, la France est dans une période où il y a un mouvement féministe assez fort. Ça voudrait dire qu'en fait, certains garçons que tu as rencontrés dans certaines interventions se sentaient pris à partie en termes moraux, le fait qu'ils pourraient être des potentiels agresseurs, entre guillemets, ou tout au moins qu'on leur renverrait cette image-là, et inversement, d'autres garçons qui seraient dans d'autres espaces considéraient que finalement ça ne leur appartient pas, en tout cas que cette question-là ne les concerne pas du tout, et que ça concernerait d'autres qu'eux. Dans les deux cas, il y aurait vraiment l'équivalent d'un rejet finalement de la thématique. Il y a surtout un vécu de la différence. Certains se vivent et se sentent comme légitimes sur un territoire, et d'autres, à qui on fait bien sentir, sont illégitimes ou sont posés comme illégitimes. Ceux qui viennent ou qui viendraient d'un ailleurs, alors ce sont des enfants qui sont nés ici, donc ce sont simplement les parents, les grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont migré.
mais qui ont un problème, non pas d'insertion, comme c'est parfois souligné par les politiques, mais une prise en compte, une acceptation de leur francité pleine et entière, simplement avec des particularismes. Oui, oui. Non, je pense que ça soulève vraiment la question comment travailler avec des hommes, des garçons sur le sexisme, en les confrontant aussi avec, ne pas de façon trop abstraite en fait. Oui, ça c'était donc, même si je suis d'accord qu'il y a plein de choses à critiquer dans la démarche de Cupido, la plupart des enquêtes sur les violences sexistes montrent que pour 90-95% des cas, les hommes sont les auteurs de ces violences. Et donc je pense que oui, pour s'attaquer à ce problème, il faut qu'il y ait quelque chose qui change chez les hommes. Et pour faire ça, je pense que c'est important aussi d'être concret et d'essayer de travailler sur ça en prenant la façon dont beaucoup d'hommes et beaucoup de garçons voient ces comportements. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de garçons qui voient ce type de comportement comme relevant de la drague. Et pour le moment, peut-être ils ont tort en pensant ça et ils ne rendent pas du tout compte de la façon dont c'est vécu par les victimes. Moi, je voulais réagir parce que je suis assez mal à l'aise. Ça crée chez moi un sentiment un peu de dégoût dans cette présentation, dans le sens où ils partagent, je trouve, que ce soit aux Pays-Bas, en France, la même stratégie de minimisation, d'une telle mise à distance qui bouge en fin de compte la problématique de domination et d'abus de droit. Et je trouve que ça soit aux Pays-Bas qui détourne, qui pervertit en fin de compte la problématique et qui l'amène dans un champ de la séduction et à la séduction et au rapport homme-femme dans les rapports amoureux, et que ça soit en France où on diabolise tellement que les hommes, enfin personne ne peut se reconnaître dans un requin ou dans un crocodile, quoi. Hein. Donc la stratégie de communication et de détournement, elle est bien commune. Oui, plusieurs options un peu malaisantes, je suis d'accord. Mais ce à quoi ça renvoie aussi, ce que vous dites, c'est le principe qu'en fait, la femme, elle reste objet. Elle est l'objet c'est de la chair à manger pour, d'ailleurs, une campagne qui a été fortement critiquée aussi par plusieurs associations, celle de la RATP et de la région Île-de-France, avec les requins, etc. Et de l'autre côté, si on parle de drague, finalement, on érotise en fait un rapport qui ne devrait pas du tout être érotisé, ou tout au moins en fait une des questions en fait du harcèlement de rue, me semble-t-il, c'est justement une érotisation en fait de l'espace public qui n'a absolument pas lieu d'être a priori, ou tout au moins si ça n'a pas lieu d'être, dans l'idée d'une absence de consentement d'une des deux parties, me semble-t-il. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et effectivement, c'est une des choses qui là aussi était, à mon sens, assez polémique en fait dans le positionnement. Là, vous partez justement de ce qui est mis en place au travers des politiques de deux pays, donc ce qui est quand même assez intéressant. C'est là qu'on voit bien que justement les politiques ont très peu compris de quoi il s'agit. Et j'ai trouvé fort intéressant quand vous êtes intervenu au début vous parliez du théâtre de l'opprimé. Or, là je trouve que vraiment le théâtre de l'opprimé, il a toute sa place dans ce type de situation, parce que du coup là, tout le monde est mis, je dirais, à la même place. Et ça permet aux différentes personnes de pouvoir interagir, de prendre la place d'un tel, et de comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Alors, moi, ce que je voulais vous poser comme question là, du coup, parce que bon, donc vous avez fait cette thèse, et je suppose qu'à la fin vous avez démontré des choses. Bon, la preuve, c'est qu'on vient de dire des choses, de ressentir par rapport à ces politiques. Mais est-ce que vous avez fait des propositions? Est-ce que c'est ça, moi, qui m'intéresserait de savoir? Il faut libérer la parole, laisser les victimes parler, et ça c'est une première étape très très importante pour donner une visibilité au problème. Mais on ne peut pas résoudre un problème juste en donnant de la visibilité, il faut aussi changer quelque chose, et surtout
politiques publiques sur les hommes, et quand on pense à des politiques sur les hommes, on pense très vite à des politiques plutôt répressives, l'interdiction de l'outrage sexiste, la pénalisation. Mais comme j'essaie de montrer, il y a beaucoup de choses à faire du côté aussi préventif. Et donc, oui, un conseil un peu plus précis, c'est donc d'essayer de voir comment on peut à la fois partir de la façon dont, ou au moins entrer en discussion avec la façon dont les garçons et dont les hommes voient ces comportements. Donc, s'il y a beaucoup de garçons qui voient ces comportements comme étant de la drague, il faut faire quelque chose avec ça. Je ne pense pas pour confirmer que c'est de la drague, mais au moins pour parler comment ça se fait que vous le voyez comme ça. Mais donc, ça réduit dans le harcèlement de rue un problème individuel en fait, entre deux individus où on oublie complètement le côté structurel. Donc bon, ça c'est très bref, mais deux conseils importants que j'aurais de vite travailler sur les hommes de façon préventive et d'essayer d'être à la fois concrète et de travailler sur leur façon de voir ces comportements, mais ne pas avoir tellement peur de moraliser qu'on ne parle plus du sexisme. C'est pas une question de désir, ou c'est pas une question de genre, c'est une question d'esprit, et c'est l'histoire de domination, de croire que c'est possible. On joue aussi, oui, forcément, l'homme physiquement, quelques hommes, il peut avoir une domination physique reconnue, mais voilà, je suis curieuse de savoir, parce que vraiment, il y a des travaux, il y a des courants de pensée qui travaillent dans ce sens, de dire peut-être que les causes de violence, elles ne sont pas du fait que c'est l'homme, que c'est un homme, c'est le genre. C'est un peu une question de principe qu'en sociologie on ne mobilise pas d'idées naturalisantes, donc on ne va pas dire que c'est biologiquement l'homme qui est comme ça. Donc je suis d'accord avec vous que c'est des constructions sociales qui font que les hommes se comportent d'une certaine façon. Oui, sur ces deux catégories, hommes et femmes, ça fait un peu écho à un dilemme classique en fait dans des mouvements féministes et aussi des mouvements antiracistes. Dans la théorie sur les mobilisations collectives, on va appeler le paradoxe de l'identité collective, que pour parler d'une oppression, par exemple en tant que femme, on va devoir ériger la catégorie qu'on voulait contester à la base en fait. Donc, le mouvement féministe voulait contester la catégorie sexe par exemple ou genre comme quelque chose de binaire comme source d'oppression cette catégorie, mais à la fois il fallait se mobiliser en tant que femme et il fallait ériger la catégorie femme et homme pour pouvoir en parler. À la fois cette volonté d'éviter cette dichotomie était aussi un peu une des causes du fait qu'on ne voulait plus parler d'hommes et femmes, et victimes et agresseurs, mais on veut avoir une discussion ouverte, et donc c'est très important la diversité, mais il faut toujours faire un peu attention, je pense, à quand même garder de vue, comme vous dites, qu'une très grande partie des agresseurs c'est des hommes, et la très grande partie des victimes c'est des femmes, c'est des questions assez genrées. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a quand même le groupe de pairs? C'est-à-dire qu'un garçon, imaginons par exemple un garçon qui n'aime pas de football ou qui n'a pas envie de draguer comme ça, mais qui voit ses autres copains draguer comme ça et se faire ramasser au passage. Comment il va se comporter lui par rapport à ça? Il n'y a pas aussi ça qui joue? De même pour les filles, hein? Les filles surveillent les autres filles, les garçons surveillent les autres garçons, il me semble, non? Je ne sais pas comment ça s'appelle en sociologie, mais... Oui, qu'on va commettre des actes d'harcèlement parce qu'on est devant un groupe ou... Il y a un contrôle social de la société aussi. Oui. Lorsque vous suggériez que les jeunes femmes disent oui quand elles disent oui et non à la société, mais qu'en est-il dans nos sociétés aussi des usages, des comportements et du contrôle de la société qui va porter un regard sur la réponse. Êtes-vous sûr qu'une jeune fille soit libre d'affirmer son désir Non, dans des formes qui soient transparentes, claires, comprises par tout le monde? Tout ça se négocie. En tout cas, merci, parce que du coup, ça a provoqué beaucoup de débats. C'est intéressant, hein, le principe du témoin, je veux dire, comment se positionne le témoin, comment on se positionne, qui se ont d'ailleurs, face à
on va dire, une catégorie agresseur, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, comment on se positionne aussi en tant que société, quand je dis le on, c'est en tant que société ou en tant qu'individu dans la société, face à la catégorie victime. Est-ce que, enfin cette idée aussi que, est-ce qu'il faut qu'elle existe encore, ou est-ce que dans certaines études on parle plus de victimes, parce qu'effectivement, notamment aux États-Unis, notamment au Canada, etc., il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus se définir comme victimes. Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont assez intéressantes et en tout cas qui ouvrent le débat et qui rendent compte aussi du fait que c'est assez complexe et que la sociabilisation, en tout cas les schèmes sociaux sont extrêmement importants dans cette construction.